Et oui, ce n'est pas Philippe David, mon ami Philippe David, non, c'est André Berkoff. Et il n'est pas au studio, André Berkoff, il est à Washington. Il est en direct de Washington. Washington, le cœur de la machine, hein. Certains diraient le ventre de l'État profond, mais disons le cœur de la machine. Et puis évidemment, les lendemains d'élections complètement déroutantes. Les sondages n'ont pas été suivis, et oui, ça arrive, c'est le sort des sondages. On ne sait pas encore, on n'a pas les résultats complets, ni pour la Chambre des représentants, ni pour le Sénat. Et le Sénat, ça va prendre probablement jusqu'au 6 décembre. Et oui, les Américains, la nation la plus rapide du monde, la plus quick du monde, la plus fast, go fast du monde, eh ben ça prend du temps. Alors pourquoi? On va en parler avec mon ami Jean-Marie Bordry. À tout de suite. Tout simplement, d'abord, qui a gagné pour les habitants de Washington, André? Alors écoutez, pour ceux que j'ai rencontrés, on n'a pas fait de sondage, c'est vraiment le côté, je dirais, assez stupéfait. D'abord, effectivement, vous l'avez dit, on pensait à une vague rouge, elle n'a pas eu lieu, et il y avait une résistance des Bleus, elle a eu lieu, mais quand même, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on peut savoir, pour faire rapidement la chose à l'état, au moment où nous parlons, c'est que très vraisemblablement, c'est pas fait, mais très vraisemblablement, les Républicains vont l'emporter, on va emporter la majorité à la Chambre des représentants. Ça va être serré, mais probablement, eu l'état, effectivement, des chiffres, il faut 218 pour avoir la majorité, ils sont à 214, ils l'auront probablement. En revanche, le Sénat, alors là, rien n'est joué. Comme vous le savez, ils étaient à 50-50, mais la vice-présidente Kamala Harris compte pour 2 voix. Donc le Sénat, parce qu'il suffit d'une voix pour avoir la majorité, donc le Sénat avait la majorité. Et il faut savoir que l'Arizona et le Nevada sont en pleine, encore, tout close, tout call, comme on le dit, on ne sait pas, il y a encore beaucoup de voix qui ne sont pas dépouillées, et puis évidemment, il y a le problème de la Géorgie, où quelques centaines de voix, milliers de voix séparées, les deux rivaux, démocrates et républicains, donc il faut attendre jusqu'au 6 décembre, là ça a été décidé, jusqu'au 6 décembre pour voir qui va gagner en Géorgie. Donc, effectivement, les résultats, là, sont ouverts, et là aussi, ça va être extrêmement serré. Et ça fait... Alors, effectivement, dans les deux camps, oui, effectivement, le problème est posé. D'abord, il faut que je vous dise, quand même, c'est l'Amérique, alors il ne faut pas généraliser, mais quand même, je voudrais préciser qu'il y a eu quelqu'un qui a été élu en Pennsylvanie, qui s'appelle Tony DeLuca. Tony DeLuca vient d'être élu comme représentant, Chambre des représentants de Pennsylvanie. Mais, petit détail, Tony DeLuca est décédé le mois dernier. Eh ben, ça n'a pas empêché un certain nombre de gens de voter pour lui, et de voter d'ailleurs de façon assez massive. Donc, ça ne veut pas dire que, évidemment, on va dire de part et d'autre, mais vous savez, on peut vraiment se poser la question, Jean-Marie, on peut se poser la question, auditeur de Sud Radio, et que ce soit en France ou en Amérique ou ailleurs, le vote électronique et le vote par correspondance, il y a quand même des questions qui sont posées. On a beaucoup discuté d'ailleurs à la radio et dans cette émission sur la validité de cela. En tout cas, c'est posé. Mais il n'y a pas aujourd'hui de contestation en disant les élections ont été truquées. Mais une chose quand même très intéressante qu'on peut déjà voir, c'est que grosso modo, avec ce qu'on a comme constat, et on a quand même beaucoup de choses, le cœur des villes vote démocrate, le centre-ville vote démocrate. En revanche, quand vous sortez des grandes villes, ou même des villes, je dirais, moyennes, supérieures, c'est républicain. C'est-à-dire qu'on retrouve le phénomène qu'avait pour la France analysé Christophe Guilluy dans la France périphérique, on le retrouve en Amérique. C'est cette Amérique périphérique qui avait voté Trump en 2016, eh bien, elle est toujours là et plus que jamais là. Et en revanche, les cœurs de ville, y compris dans les États dits républicains, sont démocrates. Ça, c'est quelque chose qui perdure. Oui. Alors, effectivement, d'abord, il faudrait dire une chose. Je trouve que, en Amérique comme en France, j'ai vu un peu les médias, j'ai regardé les médias, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Ils disent, ah oui, défaite pour Trump. C'est allé vraiment un peu vite en besogne, dans la mesure où, sur les 183 gouverneurs, représentants qui avaient choisi Trump, qui étaient vraiment les Trumpistes purs et durs, il a eu 174 victoires et 9 défaites. Donc, on peut pas dire que ce soit un revers pour Trump. Maintenant,
Maintenant, effectivement, la question se pose. S'il y avait eu de la vague rouge, évidemment, ça l'aurait conforté. Là, il n'y a pas de vague rouge, il n'y en aura pas. Donc, est-ce que quelqu'un qui est tapi dans l'ombre et qui a fait, lui, un score, alors, je ne dirais pas la soviétique, mais un score de maréchal, qui est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a écrasé littéralement son adversaire, est-ce que lui ne va pas être en position de disputer la candidature, la présidentielle de 2024? La question, évidemment, était sur toutes les lèvres hier à Washington. Alors, absolument. Alors ça, c'est vraiment essentiel, je dirais très important. Parce que, je ne vais pas l'assimiler, mais comme par hasard, vous vous rappelez un des discours de Poutine il y a 2 semaines, c'était sur l'idéologie woke. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous savez, on parlait, ça y est, le triomphe du woke partout, on en parle, chez nous on parle partout avec les excès hallucinants, les délires complets. Voilà quelqu'un qui a fait effectivement campagne sur l'idéologie woke, qui a fait campagne là-dessus et qui a triomphé. Mais aussi, Jean-Marie, c'est très important de rappeler que surtout, il a été l'un des États qui a demandé à ce que sur le Covid, sur la vaccination, il a été très sceptique, de plus en plus sceptique. Et vous savez, Floride est l'État qui a levé toutes les mesures il n'y a pas eu de confinement en Floride, pas du tout. Et il a levé toutes les mesures de gestes barrières, etc. très tôt. Et il a demandé, dans cette campagne, Ron DeSantis, à ce qu'on juge les gens, la manière dont cette gestion sanitaire a été traitée aux États-Unis. Et puis il y a le woke. Il y a autre chose aussi qu'il faudrait vraiment méditer pour nous. Vous savez qu'à un moment donné, il y a près du Massachusetts, à Martha's Vineyard, il y a une île réservée aux bobos, mais aux bobos millionnaires, voire milliardaires. Ouais, c'est pas très bohème comme bourgeois dans ce cas-là. Voilà, c'était pas bohème. Non, c'est bohème chic. Voilà, c'est bohème très chic. Eh bien, eux, c'était Black Lives Matter, nous accueillons les migrants, vive les migrants, accueillons. Vous savez ce qu'il a fait Ron DeSantis? Ron DeSantis, il y a 3 mois de cela, ou quelques mois de cela, a affrété 3 avions pleins de migrants, mexicains, vénézuéliens, je ne sais pas quoi. Il les a envoyés à Martha's Vineyard en disant, écoutez, puisque vous êtes tellement heureux et vous voulez accueillir les migrants, eh bien, je vous envoie 3 avions chargés de migrants. Et vous savez ce qui s'est passé? Évidemment, les gens ont appelé la police en demandant de les expulser immédiatement. Voilà. C'est Ron DeSantis, c'est quelqu'un qui vraiment pose son... En fait, je me demande s'il ne va pas quelque part au moins aussi loin que Trump. En tout cas, à suivre. Mais justement, alors vous comparez les deux, c'est intéressant de le faire, parce que les relations n'ont pas l'air d'être au beau fixe entre ce gouverneur républicain élu en Floride et l'ancien président Donald Trump. Trump qui l'a affublé d'un sobriquet pas très flatteur, manifestement, puisqu'il l'appelle De Sanctimonious. Il lui reproche d'être moralisateur. Pourquoi ? Oui, alors il lui reproche d'être moralisateur parce qu'il sent évidemment le rival. Alors maintenant, je vais vous dire, Jean-Marie, ça c'est évidemment, là on fait des suppositions et on fait des totales, qui peuvent être démenties complètement. Aujourd'hui, effectivement, Trump se dit, ah là là, ce type grandit, j'étais seul chez les Républicains, j'étais incontestable et immarcessible, mais avec les résultats en mi-figue, mi-raisin, DeSantis quand même, qui a fait une victoire formidable, mais moi, vous savez, la politique étant ce qu'elle est, et il est avec le ciel des accommodements, je ne serais pas vraiment étonné, ça ne veut pas dire que ça va arriver, que le ticket en 2024 soit Trump DeSantis. Je ne l'exclus pas du tout, parce que je crois que, vous savez, s'il voit, en fait, que chacun d'entre eux, parce que DeSantis est jeune, il a le temps, lui, ce qui n'est pas le cas de Trump. Donc, s'il voit que un ticket pareil pourrait vraiment marquer et scorer, je ne serais pas étonné qu'il le fasse. Écoutez, je ne sais pas si on le sous-estime ou pas, mais enfin, j'ai entendu, comme vous, cette conférence de presse, où il a quand même, en voulant parler un moment de Kiev ou de Kherson, il a parlé de Fallujah et d'Irak. Écoutez, il faut quand même dire, vraiment, même si on est un pro-démocrate absolu, les performances orales de Joe Biden depuis quelques mois montrent quand même qu'on ne peut pas dire que la lucidité la plus totale et la conscience la plus aiguë soit au pouvoir. Donc, effectivement, Joe Biden, alors on se demande s'il va se représenter. Alors là, moi, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez qu'en 2024,
2024, il ne se représente pas. On sait très bien qu'il dirige, il est à mi-temps, il est intermittent et très intermittent du spectacle. Donc, je crois qu'il a raison de se réjouir, évidemment. Il a raison de se réjouir, puisque il a maintenu le cap. Mais ceux qui maintiennent le cap, c'est les gens autour de lui qui gouvernent vraiment. Mais justement, ça répond pas à la question. Comment on explique que le Parti démocrate, André, ait limité la casse à ce point-là? Alors, je crois... Oui, pardon. Oui, il y a deux choses qui ont joué. Oui, absolument. Jean-Marie, moi, je crois qu'il y a deux choses qui ont joué. C'est que d'abord, il y a eu cette histoire de Cour suprême, on en parlera demain, sur l'histoire de l'avortement, etc., de l'IVG, auquel beaucoup d'Américains sont très sensibles. Deuxièmement, je crois que, alors là, écoutez, ce qu'on m'ont dit un certain nombre de gens hier, enfin, que j'ai rencontrés, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de candidats républicains qui étaient médiocres. Alors voilà, il faut dire, c'est pas parce qu'on est républicain que c'est. Il paraît que d'après eux, par exemple en Pennsylvanie face à Detterman, il y avait quelqu'un qui était tout à fait inexistant ou en tout cas très mauvais. Et là, effectivement, on pourrait peut-être reprocher à Trump un certain nombre de choix ou d'autres. Mais voilà, je crois qu'il y a eu aussi, vous savez, ce sont des élections aussi. Justement, c'est comme les séances sénatoriales, c'est-à-dire c'est local. Il y a des élections locales. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne tient pas, l'étiquette républicaine ou pas ne joue pas. Donc, je crois que le choix d'un certain nombre de gens a joué. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le problème est bien posé. C'est pas par hasard que c'est le Massachusetts, ville universitaire, ville très libérale, progressiste, comme on dit. Mais vous voyez, le problème est posé. D'un côté, Ron DeSantis qui dit ma victoire, jamais je ne laisserai passer le woke, je résisterai jusqu'au bout au woke. Et de l'autre côté, au Massachusetts, le LGBTQI, etc. Oui, c'est un des domaines, c'est une des situations qui divise l'Amérique et qui la divisera encore. Oui, je ne sais pas si c'est moi là. Bien, de toute façon, place aux jeunes. De toute façon, comme on dit, vous savez ce que disait Gramsci. Il disait quand le vieux n'est pas encore mort et quand le jeune n'est pas encore né, c'est là que surgissent les monstres et la crise. Je crois aujourd'hui que, en fait, on n'a pas encore parlé d'économie, mais je pense que l'inflation, etc., a joué et va jouer le rôle. L'inflation à deux chiffres aujourd'hui aux États-Unis. Je pense aussi que toute l'histoire dont on a parlé un peu des gens des villes et des gens des champs, en tout cas des gens de cœur de ville, des grandes métropoles et de l'Amérique périphérique, va jouer un rôle énorme encore, aussi important au moins que le reste. Alors je ne sais pas si c'est les enfants ou les petits-enfants. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est l'Amérique affronte, et on n'a pas parlé, on ne peut pas en parler, on en parlera encore, si vous voulez. Cette fois-ci, la cassure, le basculement du monde avec les BRICS d'un côté, Russie, Chine, Inde, vous avez eu l'Algérie qui a rejoint les BRICS, qui est quand même intéressant, et le dollar et l'euro s'est posé. Et derrière, en fond de tout ça, Jean-Marie, il y a le dessin à peine caché, de moins en moins caché de la tapisserie, c'est le basculement du monde en multipolaire.